Ferdinand Ngo fait-il ses adieux à Etoudi? Introduction. Une scène a suffi à faire trembler les couloirs feutrés du palais d'Etoudi. Un homme, un bureau après l'autre, une tournée qui ressemble à un au revoir. Rien n'est confirmé. Mais tout le monde en parle. Et si c'était vrai? Et si l'un des hommes les plus puissants du Cameroun depuis 14 ans s'apprêtait à quitter la scène? Ce que l'on sait, ce que l'on ignore, et ce que cela pourrait signifier pour le pouvoir camerounais, c'est le dossier du jour. Partie 1. Le personnage et les faits établis. Commençons par ce qui est vérifiable, daté, incontestable. Ferdinand Ngo est secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun depuis le 9 décembre 2011. Avant cela, il occupait le poste de secrétaire général au ministère des Relations extérieures, de 2010 à 2011. En janvier 2019, il reçoit le rang de ministre d'État, une distinction qui consacre son statut au sommet de l'appareil politique camerounais. Depuis 2019, il détient également la délégation de signature du président de la République. Concrètement, cela signifie qu'il peut signer certains actes au nom du chef de l'État. Peu d'hommes, dans l'histoire récente du pays, ont occupé une position aussi centrale, aussi durablement. Son rôle institutionnel est clair: coordonner l'appareil présidentiel, transmettre les instructions du chef de l'État, veiller à leur exécution. Mais dans les faits, sa fonction dépasse largement la description administrative. Il est décrit, depuis des années, comme le véritable filtre entre le président Paul Biya et le reste du pays. Celui par qui tout, ou presque, doit passer pour atteindre le sommet de l'État. 14 ans à ce poste. Dans un pays où les remaniements ministériels redessinent régulièrement les équilibres du pouvoir, cette longévité est, en soi, un fait remarquable. Mais voilà que la semaine dernière, une information a commencé à circuler. Partie 2. Ce qui se dit, ce qui se dément. Selon des informations rapportées par la presse camerounaise, Ferdinand Ngo aurait effectué une tournée des bureaux du secrétariat général de la présidence. Un geste que certains observateurs qualifient d'inhabituel pour un homme qui, depuis 14 ans, ne s'était jamais livré à ce genre de démonstration. Les mauvaises langues du palais disent que c'était comme un au revoir, confie une source proche de la présidence, citée par la presse locale. Mais, et c'est là que le dossier se complique, d'autres voix, tout aussi proches du sérail, appellent à la prudence. Un conseiller présidentiel rappelle que Ngo a déjà été annoncé sur le départ à plusieurs reprises par le passé, et qu'il est, à chaque fois, resté en poste. Sa capacité de résilience, et le soutien dont il bénéficierait toujours auprès du chef de l'État, sont invoqués pour relativiser la portée de cette rumeur. Deux versions, donc. D'un côté, un signal qui, dans l'univers très codifié du palais, pourrait annoncer un tournant. De l'autre, un scepticisme nourri par l'expérience. Celle d'un homme que l'on a déjà enterré politiquement à plusieurs reprises et qui s'est chaque fois relevé. Aucune annonce officielle n'a, à ce jour, confirmé ou infirmé cette rumeur. Partie 3. Décryptage. Pourquoi cette rumeur compte? Et c'est précisément ici que commence la véritable analyse. Parce qu'au fond, la question n'est peut-être même pas de savoir si Ferdinand Ngo partirait ou non. La véritable question est ailleurs. Pourquoi une simple rumeur est-elle capable de monopoliser les conversations dans les administrations, les marchés, les taxis, les réseaux sociaux et jusque dans les salons diplomatiques? Dans beaucoup de démocraties, lorsqu'un haut fonctionnaire change de bureau ou effectue une tournée d'au revoir, cela ne dépasse guère les murs de son administration. Au Cameroun, en revanche, chaque déplacement d'une personnalité de premier plan est parfois observé comme un indice. Chaque sourire est commenté. Chaque poignée de main est interprétée. Chaque silence devient une information potentielle. C'est presque devenu une spécialité nationale. Ici, certains lisent les communiqués. D'autres lisent entre les lignes. Et parfois, les plus audacieux prétendent même lire les lignes qui n'ont jamais été écrites. C'est dire à quel point le contexte politique actuel nourrit toutes les spéculations. Depuis plusieurs années, Ferdinand Ngo occupe une place centrale dans l'appareil institutionnel. En tant que secrétaire général de la présidence de la République, son poste lui confère des responsabilités administratives majeures. Selon les textes, il coordonne le fonctionnement de la présidence, prépare certains dossiers, transmet les instructions présidentielles et assure la continuité administrative de nombreuses activités. Mais au fil du temps, sa fonction a largement dépassé la simple définition juridique. Dans les analyses politiques, dans les commentaires médiatiques et dans de nombreux débats publics, il est souvent présenté comme l'un des hommes les plus influents du système présidentiel. Attention toutefois. Parler d'influence ne signifie pas affirmer qu'une personne décide seule. Le fonctionnement des institutions reste régi par les textes officiels, et les décisions importantes relèvent des autorités compétentes. En revanche,
Il est indéniable que le secrétariat général de la présidence occupe une place stratégique dans l'organisation quotidienne du pouvoir. Et c'est précisément cette position qui explique pourquoi la moindre rumeur concernant son titulaire attire autant d'attention. Imaginez un grand carrefour où passent presque toutes les routes administratives. Même si le carrefour ne décide pas de la destination des voyageurs, il reste un point de passage essentiel. Lorsqu'on annonce que le gardien du carrefour pourrait changer, chacun commence naturellement à se demander si la circulation va, elle aussi, changer. Voilà pourquoi cette affaire dépasse largement la personne de Ferdinand Ngo. En réalité, beaucoup cherchent surtout à comprendre ce que cette rumeur pourrait éventuellement annoncer. S'agit-il simplement d'une visite de courtoisie, d'une tournée administrative, d'une habitude protocolaire, ou d'un signe annonciateur d'une réorganisation plus large? À ce stade, aucune preuve publique ne permet de trancher définitivement. Et c'est justement cette absence de certitude qui ouvre la porte à toutes les hypothèses. Car en politique camerounaise, le vide d'information est rarement un vide. Il est immédiatement rempli. Par les commentaires, par les interprétations, par les suppositions, et parfois même par des scénarios dignes des meilleures séries télévisées. Au Cameroun, lorsqu'un responsable ne parle pas, certains disent que son silence cache quelque chose. Lorsqu'il parle, d'autres disent qu'il en dit trop. Lorsqu'il voyage, on cherche la destination cachée. Lorsqu'il reste au bureau, on cherche pourquoi il n'a pas voyagé. Autrement dit, quoi qu'il fasse, l'analyse commence. C'est un véritable sport national. On pourrait presque imaginer un championnat officiel. Discipline numéro 1, interprétation des photos officielles. Discipline numéro 2, analyse des places occupées lors des cérémonies. Discipline numéro 3, lecture stratégique des poignées de main. Et la finale olympique, l'interprétation du moindre déplacement dans les couloirs du palais. Plus sérieusement, cette fascination traduit aussi une réalité politique. Le Cameroun entre progressivement dans une période où la question de la continuité de l'État occupe une place importante dans le débat public. Sans préjuger des décisions qui seront prises, de nombreux observateurs considèrent que les prochains mois pourraient être marqués par plusieurs choix institutionnels importants. Dans ce contexte, chaque nomination, chaque absence, chaque apparition publique est analysée comme un éventuel indice. Non pas parce que ces gestes prouvent quelque chose en eux-mêmes, mais parce qu'ils interviennent dans une période particulièrement sensible. C'est pourquoi certains analystes estiment que le prochain remaniement gouvernemental pourrait permettre de clarifier plusieurs interrogations. S'il intervient, il pourrait confirmer certains équilibres. Ou au contraire révéler de nouvelles orientations. Mais là encore, il convient de rester prudent. À l'heure actuelle, aucune annonce officielle ne permet d'affirmer quel sera le contenu d'un éventuel remaniement, ni quelle personnalité pourrait être concernée. Toute affirmation catégorique serait donc prématurée. Et c'est là que réside toute la difficulté du travail journalistique. Informer sans spéculer. Analyser sans inventer. Poser les bonnes questions sans transformer les hypothèses en certitudes. Parce qu'au fond, le citoyen ne cherche pas seulement à savoir si Ferdinand Ngo quitterait ou non ses fonctions. Il cherche surtout à comprendre ce que cela signifierait pour le fonctionnement de l'État. Est-ce le début d'une nouvelle étape politique? Ou simplement un épisode de plus dans le cycle habituel des rumeurs qui accompagnent la vie publique camerounaise? Pour l'instant, personne ne peut répondre avec certitude. Les prochains jours, les prochaines semaines, et surtout les éventuelles communications officielles permettront peut-être d'apporter davantage de clarté. En attendant, une seule certitude demeure. Dans la politique camerounaise, les rumeurs voyagent souvent plus vite que les communiqués. Mais ce sont toujours les faits officiellement établis qui permettent, au final, de comprendre ce qui se passe réellement. Partie 4. Regard sur un système. Quand le silence devient une méthode de communication. Au fond, cette histoire dépasse largement le cas de Ferdinand Ngo. Parce qu'un homme peut partir. Un ministre peut être remplacé. Un directeur peut être muté. Mais ce qui mérite réellement d'être observé, c'est le fonctionnement du système lui-même. Et c'est peut-être là que réside la véritable leçon de cette séquence. Depuis plusieurs années, la vie politique camerounaise semble fonctionner selon une règle bien particulière. Ce qui n'est pas dit officiellement devient souvent plus commenté que ce qui est annoncé publiquement. Dans beaucoup de pays, lorsqu'une décision importante est prise, on convoque la presse. On publie un communiqué. On explique le contexte. On répond aux questions. Le débat peut ensuite commencer sur des faits clairement établis. Au Cameroun, il arrive parfois que le scénario soit tout autre. Le communiqué tarde. Le silence s'installe. Puis commencent les analyses. Et lorsque les analyses commencent, chacun devient spécialiste. Le chauffeur de taxi devient analyste constitutionnel.
Le vendeur de beignets devient expert des rapports de force. Le gardien de nuit devient consultant en stratégie présidentielle. Le client du bar devient professeur de géopolitique. Et le voisin qui connaît quelqu'un devient, pendant quelques jours, la source la plus sollicitée du quartier. C'est presque une institution nationale. Il suffit qu'une personnalité officielle change légèrement ses habitudes. Le lendemain matin, toute la République possède déjà 3 versions différentes de l'histoire. La première vient de ceux qui disent « Mon frère, c'est terminé ». La deuxième répond « Tu ne connais rien ». C'est exactement le contraire. Et la troisième, beaucoup plus prudente, conclut « Attendons seulement ». Le plus étonnant, c'est qu'aucune de ces 3 personnes n'a généralement accès au dossier. Mais chacune parle avec une assurance qui ferait presque croire qu'elle sort directement d'une réunion confidentielle. Voilà comment naît la rumeur. Non pas forcément parce que quelqu'un cherche à tromper, mais parce que le silence laisse un espace immense que chacun remplit avec ses propres hypothèses. La nature a horreur du vide. La politique aussi. Lorsqu'il n'y a pas d'information officielle, l'imagination commence son travail. Et au Cameroun, reconnaissons-le avec le sourire, notre imagination est particulièrement fertile. Donnez-nous une simple photographie officielle. En moins de 24 heures, certains auront identifié l'ordre des chaises, la position des chaussures, l'angle des regards, la longueur des poignées de main, le nombre exact de secondes d'un sourire et même la direction du climatiseur. Tout devient un indice. Tout devient un symbole. Tout devient une preuve. Alors qu'il ne s'agit parfois que d'une photographie. C'est cela qui rend cette séquence intéressante. Parce qu'au-delà des personnes, elle révèle une manière de gouverner où l'information circule rarement de manière totalement transparente. Le citoyen apprend alors à décoder. Il observe. Il compare. Il interprète. Il attend. Puis il recommence. Petit à petit, les communiqués officiels ne suffisent plus. On cherche désormais ce qui n'a pas été dit. Et parfois, ce qui n'a pas été dit devient plus important que ce qui figure dans le texte officiel. C'est presque un langage parallèle. Le langage des silences. Un ministre absent? On cherche pourquoi. Un ministre présent? On cherche pourquoi aussi. Quelqu'un arrive en avance? C'est suspect. Il arrive en retard? Encore plus suspect. Il sourit? On y voit un message. Il ne sourit pas? On y voit un autre message. Finalement, la politique ressemble parfois à une dictée où personne ne possède le corrigé. Et chacun affirme pourtant avoir obtenu 20 sur 20. Cette culture de l'interprétation permanente ne date pas d'hier. Elle s'est installée progressivement. À force de voir certaines décisions annoncées tardivement, certaines nominations préparées dans la discrétion et certains changements révélés au dernier moment, les citoyens ont développé un réflexe. Ils cherchent les signes avant les annonces. Ils essaient de lire l'avenir dans le présent. Est-ce toujours pertinent? Pas nécessairement. Certaines rumeurs disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. D'autres reviennent plusieurs fois. Et quelques-unes seulement finissent par correspondre à une réalité. C'est pourquoi il est essentiel de conserver une distinction claire entre les faits établis et les interprétations. Car une démocratie solide se nourrit d'informations vérifiées, pas uniquement d'hypothèses. Dans cette affaire, une question mérite également d'être posée. Et si la rumeur elle-même faisait désormais partie du paysage politique? Attention! Il ne s'agit pas d'affirmer que les institutions fabriqueraient volontairement des rumeurs. Aucune preuve publique ne permettrait de soutenir une telle affirmation. En revanche, il est permis d'observer un phénomène. Lorsqu'une information n'est ni confirmée ni démentie pendant longtemps, elle continue naturellement de vivre. Elle circule. Elle évolue. Elle change parfois de forme. Elle produit des débats. Elle révèle les attentes de chacun. Les partisans y voient souvent un signe positif. Les opposants y voient parfois une preuve de changement. Les observateurs y voient un indicateur des rapports de force. Finalement, une simple rumeur devient presque un sondage politique gratuit. Elle mesure les réactions. Elle révèle les inquiétudes. Elle montre les espoirs. Elle expose les fractures. Elle oblige chacun à prendre position sur un événement qui n'a parfois même pas eu lieu. N'est-ce pas là l'un des plus grands paradoxes de notre vie politique? Au Cameroun, il arrive que l'on débatte pendant plusieurs semaines d'une décision qui n'existe pas encore. Puis, lorsque la véritable décision tombe enfin, tout le monde passe immédiatement au sujet suivant. C'est un peu comme attendre pendant des heures un bus. Lorsqu'il arrive enfin, tout le monde monte sans même regarder la couleur. Et chacun recommence déjà à parler du prochain bus. Cette succession permanente de rumeurs, de démentis, d'attentes et d'interprétations finit par créer une drôle d'ambiance.
Une ambiance où la politique ressemble parfois moins à un calendrier officiel qu'à une série télévisée. Chaque épisode se termine sur un suspense. Chaque semaine apporte un nouveau rebondissement. Chaque personnage principal est annoncé sur le départ, avant de réapparaître quelques jours plus tard. Le public s'interroge. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les analystes débattent. Et le générique de fin n'arrive jamais vraiment. Mais derrière cette image satirique se cache une question sérieuse. La confiance entre les institutions et les citoyens repose aussi sur la qualité de l'information publique. Lorsque les faits sont rapidement expliqués, les rumeurs perdent naturellement de leur force. À l'inverse, lorsque le silence s'installe durablement, les interprétations occupent l'espace laissé vacant. Ce constat ne vise pas une personne en particulier. Il invite simplement à réfléchir à une manière de communiquer qui, volontairement ou non, laisse parfois davantage de place aux suppositions qu'aux certitudes. Conclusion. Alors, s'agit-il réellement des adieux de Ferdinand Ngo, ou simplement d'une nouvelle rumeur qui viendra rejoindre les nombreuses autres ayant marqué la vie politique camerounaise au fil des années? À l'heure où nous réalisons cette analyse, personne ne peut répondre avec certitude. Les faits établis restent limités. Ils montrent un geste inhabituel rapporté par plusieurs médias et commentateurs, mais ils ne permettent pas, à eux seuls, de conclure définitivement à un départ. Le reste appartient encore au domaine des interprétations. Et c'est précisément pour cette raison qu'il faut éviter les certitudes prématurées. Parce qu'en politique, surtout lorsqu'il s'agit d'informations sensibles, le temps est souvent le meilleur arbitre. Il confirme certaines hypothèses. Il en dément beaucoup d'autres. Une chose, en revanche, paraît certaine. Coup de tonnerre. Ferdinand Ngo, le dauphin préparé par Paul Biya. Une analyse relance le débat. Alors que les interrogations sur l'après-Paul Biya continuent d'alimenter les débats au Cameroun, une analyse de Mika Marthe Cécile avance une hypothèse qui suscite de nombreuses réactions. Et si le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngo, avait été progressivement préparé à exercer les plus hautes responsabilités de l'État? Selon cette lecture, inspirée de certaines traditions politiques africaines, un chef peut transmettre son savoir et son mode de gouvernance sans jamais désigner publiquement son successeur. L'héritier présumé apprend alors par observation, en accompagnant quotidiennement le dirigeant, jusqu'à maîtriser les rouages du pouvoir. L'analyste estime que le long maintien de Ferdinand Ngo au poste stratégique de secrétaire général de la présidence, ainsi que l'élargissement progressif de ses responsabilités, pourraient être interprétés comme des indices d'une confiance exceptionnelle accordée par le chef de l'État. Elle souligne toutefois qu'il s'agit d'une interprétation et non d'une information officiellement confirmée. Depuis plusieurs années, Ferdinand Ngo joue un rôle central dans la coordination des affaires présidentielles et dans la transmission des très hautes instructions. Pour certains observateurs, cette position témoignerait d'une influence grandissante. Pour d'autres, elle pourrait simplement refléter les exigences de sa fonction. Cette hypothèse intervient dans un contexte où plusieurs personnalités sont régulièrement citées par les observateurs comme pouvant jouer un rôle majeur dans la succession politique, notamment Oswald Babok, Louis-Paul Motaz, Franck Biya et Ferdinand Ngo. À ce jour, aucune autorité officielle n'a désigné un successeur au président Paul Biya. Les prochains développements politiques, notamment la mise en œuvre des nouvelles dispositions institutionnelles adoptées en 2026, pourraient apporter des éléments permettant de confirmer ou d'infirmer ces différentes analyses. En attendant, le débat reste ouvert et relève davantage de l'observation politique que d'une certitude établie. Partie 1. Une théorie qui bouscule les scénarios de succession. Depuis plusieurs années, chaque mouvement observé au sommet de l'État est interprété à travers une seule question. Qui dirigera le Cameroun après Paul Biya? Pendant longtemps, les regards se sont tournés vers plusieurs personnalités régulièrement citées par les observateurs. Franck Biya, Louis-Paul Motaz, Ferdinand Ngo ou encore Oswald Babok. Aucun de ces noms n'a toutefois fait l'objet d'une désignation officielle. C'est dans ce contexte qu'intervient l'analyse de Mika Marthe Cécile. Son raisonnement ne repose pas sur une déclaration publique du chef de l'État, mais sur l'observation d'un parcours administratif et politique. Selon elle, la longévité exceptionnelle de Ferdinand Ngo au secrétariat général de la présidence pourrait traduire une confiance durable de Paul Biya. L'idée défendue est la suivante. Dans certaines traditions politiques africaines, un successeur pourrait être préparé progressivement sans être officiellement annoncé. Il apprendrait au contact du chef, en observant sa manière de gouverner et de prendre des décisions. Cette lecture reste cependant une hypothèse. Aucune source officielle n'a confirmé qu'un tel processus serait effectivement en cours au Cameroun. Partie 2. Le parcours de Ferdinand Ngo. Hasard ou stratégie? Ferdinand Ngo occupe depuis plusieurs années un poste considéré comme l'un des plus stratégiques de l'appareil d'État. À ce titre,
Il intervient dans la coordination de nombreux dossiers présidentiels et assure la transmission des très hautes instructions. Cette proximité institutionnelle avec le chef de l'État nourrit régulièrement les commentaires des analystes politiques. Pour certains observateurs, cette stabilité à un poste aussi sensible pourrait témoigner d'une confiance politique exceptionnelle. D'autres estiment au contraire qu'elle reflète avant tout la continuité administrative voulue par la présidence. Le débat demeure donc ouvert. En politique, la proximité avec le pouvoir ne signifie pas automatiquement qu'une succession est préparée. L'histoire montre que de nombreuses personnalités très influentes n'ont jamais accédé à la magistrature suprême. C'est pourquoi il convient de distinguer les faits observables des interprétations qui en sont faites. Voici une version développée qui reste dans un registre satirique centré sur les pratiques politiques et les commentaires publics, tout en évitant de présenter des hypothèses de succession comme des faits établis. Partie 3. La réforme institutionnelle change-t-elle la donne? S'il y a un sujet qui fait travailler les analystes, les éditorialistes, les militants, les chauffeurs de taxi, les vendeuses de beignets et même les groupes WhatsApp jusqu'au milieu de la nuit, c'est bien celui-ci, la réforme institutionnelle de 2026. À peine le texte est-il adopté que chacun sort sa propre calculatrice politique. Les uns disent « Voilà, tout est déjà écrit ». Les autres répondent « Pas si vite ». Au Cameroun, entre ce qui est écrit et ce qui se passe, il y a parfois plusieurs saisons des pluies. Et c'est précisément là que commence le grand spectacle. Parce qu'au Cameroun, une réforme institutionnelle n'est jamais seulement une réforme institutionnelle. Elle devient immédiatement un immense puzzle. Chaque article est disséqué. Chaque mot est pesé. Chaque virgule devient un sujet de débat. Même les silences du texte sont interprétés. On finit parfois par chercher un message caché là où le législateur n'a peut-être voulu écrire qu'une simple disposition administrative. Puis arrive la fameuse question qui revient comme un refrain. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette réforme intervient-elle à ce moment précis? Pourquoi cette nouvelle architecture? Pourquoi créer ou modifier certaines fonctions aujourd'hui et pas hier? À partir de là, les scénarios se multiplient. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les émissions politiques tournent en boucle. Les spécialistes sont invités partout. Et chacun arrive avec sa théorie. L'un affirme que tout cela préparerait une transition. Un autre explique qu'il s'agirait simplement d'une modernisation des institutions. Un troisième assure que la réforme viserait avant tout à renforcer la stabilité de l'État. Puis un quatrième arrive pour dire que tout le monde se trompe. Au final, tout le monde parle. Personne ne possède la réponse définitive. Et c'est peut-être cela, la politique. Parce que dans un système politique aussi observé que celui du Cameroun, une réforme ne produit pas seulement des effets juridiques. Elle produit aussi des interprétations. Beaucoup d'interprétations. Parfois même davantage d'interprétations que de textes. Et c'est là que la satire commence. Chez nous, lorsqu'un texte officiel sort, certains ne commencent pas par le lire. Non. Ils commencent par chercher ce qu'il ne dit pas. Ils ouvrent le document. Ils lisent le titre. Puis ils ferment le document. Ensuite ils expliquent pendant 2 heures ce que, selon eux, le texte voulait vraiment dire. C'est presque devenu une discipline nationale. Une sorte de championnat. Le concours du meilleur décodeur politique. Le premier concurrent affirme. Regardez bien le deuxième alinéa. Tout est dedans. Le deuxième répond. Non, la vérité est cachée dans la troisième phrase. Le troisième intervient. Vous vous trompez tous, ce qui est important, c'est justement ce qui n'a pas été écrit. À ce niveau-là, même les auteurs du texte pourraient finir par découvrir des intentions qu'ils ignoraient eux-mêmes. Pendant ce temps, le citoyen ordinaire regarde tout cela avec un sourire. Il entend 10 analyses différentes. 11 scénarios. 12 certitudes. 13 révélations exclusives. Et 15 démentis. Le lendemain, on recommence. Mais il faut reconnaître une chose. Les institutions ont une importance considérable. Une réforme constitutionnelle n'est jamais anodine. Elle peut modifier les équilibres politiques. Elle peut redistribuer certaines responsabilités. Elle peut créer de nouvelles dynamiques institutionnelles. Elle peut également susciter des attentes chez les acteurs politiques. En revanche, elle ne permet pas, à elle seule, d'identifier avec certitude qui exercera demain les plus hautes fonctions de l'État. C'est une nuance essentielle. Car le droit fixe un cadre. Mais la politique, elle, reste faite de rapports de force, de décisions, de circonstances et parfois de surprises. L'histoire politique, au Cameroun comme ailleurs, rappelle que les scénarios les plus commentés ne sont pas toujours ceux qui finissent par se réaliser. Combien de fois a-t-on annoncé un favori qui, quelques mois plus tard, disparaissait complètement des radars?
Combien de fois un nom considéré comme secondaire s'est-il retrouvé au centre de toutes les discussions? La politique a parfois le sens de l'humour. Et un humour particulièrement imprévisible. Au Cameroun, on pourrait presque dire qu'il existe une règle non écrite. Plus une certitude paraît absolue aujourd'hui, plus il faut rester prudent. Parce que demain peut tout changer. C'est pourquoi, lorsqu'il est question de succession, il convient de distinguer 3 niveaux. Le premier, ce sont les faits officiellement établis. Le deuxième, ce sont les analyses proposées par les chercheurs, les journalistes ou les observateurs. Le troisième, ce sont les spéculations qui circulent dans l'espace public. Le problème, c'est que ces 3 niveaux sont souvent mélangés. Et lorsqu'ils sont mélangés, chacun croit que son hypothèse est devenue une réalité. Or, dans un état de droit, une succession politique ne se décide pas dans les commentaires Facebook, ni dans les vidéos TikTok, ni dans les débats enflammés des groupes WhatsApp. Elle se construit à travers les mécanismes prévus par les institutions et les décisions effectivement prises. En attendant, la réforme institutionnelle continuera d'alimenter les débats, les interprétations et les commentaires. Elle constitue un élément important du paysage politique actuel, mais elle ne permet pas, à elle seule, de conclure qu'une personnalité précise serait destinée à succéder au président Paul Biya. Tant qu'aucune décision officielle n'intervient, les différents scénarios demeurent des analyses et non des certitudes. C'est précisément cette frontière entre le commentaire, l'interprétation et le fait établi qui mérite d'être rappelée dans tout exercice de décryptage journalistique. Partie 4. Satire. Le grand jeu des pronostics, ou comment tout le monde devient devin quand la politique se tait. Au Cameroun, il existe un sport national dont on parle beaucoup moins que le football, mais qui mobilise pourtant des milliers de spécialistes autoproclamés chaque jour. Ce sport ne demande ni ballon, ni stade, ni arbitre. Il suffit d'une photo, d'un communiqué, d'une poignée de main, d'un sourire, ou même d'un silence. Et immédiatement, le championnat des pronostics est lancé. Le Cameroun devient alors un immense cabinet d'analyse politique à ciel ouvert. Le chauffeur de taxi devient constitutionnaliste. Le commerçant devient stratège électoral. Le voisin devient expert des coulisses du palais. Et sur les réseaux sociaux, chacun possède naturellement une source très sûre, dont personne ne connaît jamais le nom. On entend souvent cette phrase magique. « Mon frère, je ne peux pas te dire qui m'a informé, mais l'information est béton. » Au Cameroun, les informations béton ont parfois une drôle d'habitude. Elles fondent dès que le soleil des faits apparaît. Mais cela ne décourage personne. Parce qu'ici, on adore interpréter. Un responsable accompagne le chef de l'État, on annonce déjà sa promotion. Il ne l'accompagne plus, on annonce sa disgrâce. Il sourit, c'est qu'il sait quelque chose. Il ne sourit pas, c'est qu'il cache quelque chose. Il parle, c'est un message codé. Il garde le silence, ah, là, c'est encore plus grave. Le silence devient lui-même un communiqué officiel dans l'imagination de certains. Même une photographie devient un véritable roman politique. Les internautes zooment. Ils observent les visages. Ils comptent les personnes présentes. Ils regardent qui est assis, qui est debout, qui est à droite, qui est à gauche, qui regarde devant, qui regarde ailleurs. Et après 2 heures d'enquête, ils arrivent à une conclusion présentée comme une certitude absolue. Le plus amusant, c'est que, quelques semaines plus tard, une nouvelle photo apparaît. Et toute l'analyse précédente disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Bienvenue dans le feuilleton permanent des commentaires politiques. Il faut reconnaître une chose. La politique camerounaise aime parfois le silence. Et le silence possède une qualité extraordinaire. Il laisse énormément de place à l'imagination. Quand les informations officielles sont rares, chacun remplit les espaces vides avec ses propres hypothèses. C'est humain. Mais c'est aussi là que commence le danger. Car une hypothèse répétée 1000 fois ne devient pas automatiquement une vérité. Une rumeur très populaire reste une rumeur. Une interprétation largement partagée demeure une interprétation. Et une opinion, même exprimée avec beaucoup d'assurance, ne remplace jamais un fait établi. C'est précisément là que le rôle du journaliste devient essentiel. Le journaliste ne doit pas vendre des certitudes là où il n'existe que des interrogations. Il ne doit pas transformer un scénario en réalité. Il ne doit pas présenter une analyse comme une preuve. Parce qu'en politique, les apparences sont parfois trompeuses. L'histoire, au Cameroun comme ailleurs, montre que les scénarios les plus commentés ne sont pas toujours ceux qui finissent par se réaliser. Les surprises existent. Les retournements existent. Les changements de dernière minute existent. Et c'est justement pour cette raison que la prudence reste la meilleure alliée de l'analyse.
La satire, elle, permet de sourire de nos habitudes. Parce qu'au fond, nous avons tous déjà participé, un jour ou l'autre, à ce grand concours national des pronostics. Nous avons tous entendu quelqu'un dire « Cette fois-ci, c'est sûr ». Et quelques semaines plus tard, cette même personne revenait avec une nouvelle certitude. Exactement l'inverse de la précédente. Au Cameroun, certains analystes changent de scénario plus vite que la météo ne change de nuage. Aujourd'hui, ils annoncent une chose. Demain, ils expliquent pourquoi ils avaient en réalité voulu dire autre chose. Et après-demain, ils assurent qu'ils l'avaient prévu depuis le début. Voilà pourquoi il faut toujours garder une certaine distance critique. En politique, l'humilité est souvent plus utile que la précipitation. Conclusion, entre les hypothèses et les faits, le temps reste le seul juge. Au terme de cette analyse, une conclusion s'impose. L'hypothèse développée par Mika Mart Cécile apporte un angle de lecture intéressant sur le parcours de Ferdinand Ngo. Elle invite à réfléchir à la manière dont certaines responsabilités peuvent être confiées progressivement et à la façon dont les institutions fonctionnent au plus haut niveau de l'État. Mais il est tout aussi important de rappeler qu'il s'agit d'une analyse. À ce jour, aucune annonce officielle n'a confirmé qu'un successeur aurait été désigné par le président Paul Biya, ni que Ferdinand Ngo aurait été choisi pour lui succéder. Autrement dit, le débat reste ouvert. Comme souvent en politique, plusieurs lectures coexistent. Certaines mettent en avant la continuité de l'État. D'autres évoquent des équilibres internes. D'autres encore estiment que seul le moment venu permettra de comprendre les choix qui seront effectivement faits. En attendant, chaque nomination, chaque déplacement officiel, chaque déclaration et chaque évolution institutionnelle continuera d'être observée, commentée et parfois surinterprétée. Mais une démocratie mature se construit aussi sur une distinction claire entre ce qui est établi, ce qui est analysé et ce qui relève de la spéculation. Le temps, lui, finit toujours par départager les hypothèses des réalités. Alors, Ferdinand Ngo est-il simplement un haut responsable bénéficiant d'une confiance durable du chef de l'État? Ou son parcours sera-t-il un jour interprété comme celui d'une préparation progressive à de plus hautes responsabilités? Pour l'instant, personne ne peut l'affirmer avec certitude. Et c'est précisément cette incertitude qui nourrit les débats. Une chose, en revanche, est certaine. Ces réseaux qu'on ne voit jamais, mais qui décident de tout. Une candidature qui n'existe sur aucun bulletin, aucune affiche, aucun communiqué officiel. Et pourtant, tout le monde en parle comme si elle était déjà lancée. Comment une candidature informelle peut-elle devenir, en coulisses, l'une des plus structurées du pays? La réponse, selon une enquête récente du magazine Jeune Afrique, tiendrait moins à un discours public qu'à un maillage discret de soutien à l'intérieur même de l'appareil d'État. Nous allons regarder de plus près comment fonctionnent ces réseaux d'influence. Pas qui les composent en détail, mais comment ils se construisent et pourquoi ils sont souvent plus déterminants que les discours officiels. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Reprenons d'abord ce qui est établi. Franck Biya, fils aîné du président Paul Biya, est régulièrement cité dans la presse et par des analystes comme un prétendant informel à la vice-présidence de la République, poste créé par la révision constitutionnelle du 4 avril 2026. Il ne s'agit pas d'une candidature déclarée officiellement. C'est une hypothèse largement relayée dans le débat public camerounais, sans confirmation institutionnelle à ce jour. Autre élément régulièrement rapporté par plusieurs médias, dont Jeune Afrique, la première dame, Chantal Biya, serait opposée à cette perspective. Là encore, il s'agit d'une information rapportée par la presse, pas d'une déclaration publique directe des personnes concernées. Ce que révèle surtout l'enquête de Jeune Afrique, c'est l'existence supposée d'un réseau de soutien à l'intérieur même du palais présidentiel et du gouvernement. Des relais qui permettraient de faire remonter des dossiers, de peser sur des nominations, d'orienter des décisions, sans jamais apparaître publiquement dans ce rôle. Nous n'allons pas ici reprendre la liste précise de noms que cite ce magazine. Vous pouvez consulter l'enquête complète de Jeune Afrique pour ce niveau de détail. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le mécanisme lui-même. Partie 2. Le conflit. Deux logiques qui s'affrontent. Mais ce n'est pas tout. Car derrière cette question de réseau se joue un affrontement plus large entre deux logiques de légitimité. D'un côté, une logique dynastique et informelle. Celle d'un fils qui, sans jamais se déclarer candidat, bénéficierait d'appuis construits patiemment à l'intérieur de l'appareil d'État, loin des projecteurs. De l'autre, une logique de camp, celle qu'on appelle parfois la nangasphère, qui s'opposerait à cette perspective par crainte de perdre de l'influence si un nouvel équilibre de pouvoir venait à s'installer autour de la figure du fils. Selon Jeune Afrique, cette opposition se manifesterait notamment du côté de la première dame elle-même. Faut-il y voir un désaccord familial, une divergence de vision sur l'avenir institutionnel du pays, ou une rivalité de pouvoir plus classique entre deux camps qui se disputent l'héritage politique d'un même homme?
La question reste ouverte, et chaque lecture a ses défenseurs parmi les observateurs. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que cette tension illustre une réalité que peu de systèmes présidentialistes assument publiquement. La succession ne se prépare presque jamais dans la transparence. Elle se construit dans l'ombre, à travers des allégeances qui ne se déclarent jamais comme telles. Partie 3. Décryptage. Comment se construit un réseau de succession? Entrons maintenant dans une dimension encore plus intéressante de cette réflexion. Car lorsqu'on parle de succession politique, beaucoup imaginent immédiatement une scène presque hollywoodienne. Une réunion secrète dans une pièce sombre, quelques personnalités assises autour d'une grande table, des cartes étalées devant elles, un plan parfaitement organisé, chacun connaissant son rôle. La réalité, lorsqu'on observe les travaux de nombreux chercheurs en sciences politiques et les enquêtes journalistiques consacrées au système de pouvoir personnalisé, est souvent beaucoup moins spectaculaire, mais infiniment plus complexe. Les réseaux d'influence ne ressemblent pas toujours à des organisations parfaitement structurées. Ils ressemblent davantage à une toile d'araignée. Ou, pour parler avec une image bien de chez nous, à un grand marché camerounais un samedi matin. Vu de loin, cela paraît désordonné. Chacun marche dans sa direction. Les vendeurs parlent en même temps. Les clients négocient. Les motos passent. Les brouettes circulent. Les enfants courent. Et pourtant, sans qu'il existe un chef d'orchestre visible, tout finit par fonctionner. C'est souvent ainsi que les politologues décrivent les réseaux d'influence. Pas nécessairement une armée parfaitement disciplinée, mais une multitude de relations personnelles qui finissent par produire un effet collectif. Tout commence généralement par ce que les spécialistes appellent un point d'entrée. Dans les systèmes où le pouvoir est fortement personnalisé, celui qui aspire à jouer un rôle plus important ne s'adresse pas toujours directement aux institutions. Il passe souvent par des relais, des personnes de confiance, des intermédiaires, des personnalités déjà installées dans l'appareil administratif. Pourquoi? Parce que les institutions officielles possèdent des règles. Les réseaux informels, eux, fonctionnent surtout grâce à la confiance. La confiance devient alors une monnaie politique, parfois plus précieuse qu'un décret, plus solide qu'un organigramme, plus efficace qu'un long discours. Au Cameroun, on connaît bien une vieille expression populaire. On dit souvent « Celui qui connaît quelqu'un finit toujours par trouver la bonne porte ». C'est une formule humoristique, mais elle illustre un phénomène que l'on retrouve dans beaucoup d'administrations à travers le monde. Les relations humaines comptent. Et en politique, elles comptent souvent énormément. La satire commence justement ici. Imaginez une immense administration. Sur le papier, tout est parfaitement organisé. Chaque bureau possède sa plaque. Chaque directeur possède son cachet. Chaque procédure possède son formulaire. Chaque signature possède son emplacement. Tout semble fonctionner comme une horloge suisse. Puis arrive un dossier sensible. Et soudain, le dossier ne voyage plus uniquement dans les couloirs administratifs. Il voyage aussi dans les conversations, dans les coups de téléphone, dans les rencontres discrètes, dans les cafés, dans les cérémonies, dans les salutations, dans les fameux « on va voir ça ». Expression extraordinaire. Au Cameroun, lorsqu'un haut responsable dit « on va voir », personne ne sait exactement qui va voir, quand, comment, ni même quoi. Mais tout le monde comprend que quelque chose vient de commencer. C'est presque un langage parallèle. Une diplomatie du sourire. Un ministère invisible de la patience. Puis vient la deuxième étape. Le réseau commence progressivement à s'élargir. Non pas nécessairement parce qu'une personne recrute officiellement les autres, mais parce que plusieurs intérêts finissent par converger. Un ministre possède une compétence stratégique. Un conseiller maîtrise certains dossiers. Un directeur contrôle une administration importante. Un technicien connaît parfaitement les rouages. Un autre dispose d'un solide réseau territorial. Petit à petit, les interactions deviennent plus fréquentes, les consultations plus régulières, les échanges plus nombreux. Et sans qu'un acte officiel ne soit signé, une forme de coordination peut parfois apparaître. Attention cependant, il serait faux d'imaginer que ces configurations fonctionnent comme une entreprise privée. Les chercheurs insistent souvent sur ce point. La plupart de ces réseaux restent mouvants. Ils évoluent. Ils se recomposent. Ils se transforment au gré des circonstances. Aujourd'hui alliés. Demain concurrents. Après-demain partenaires. Puis de nouveaux adversaires. La politique possède parfois la mémoire très courte. Chez nous, on dirait presque un championnat de vacances. Aujourd'hui, tu joues dans l'équipe rouge. Demain, tu portes le maillot bleu. Après-demain,
tu arbitres le match. Et le week-end suivant, tu redeviens supporter. Tout cela sans que personne ne trouve cela vraiment étrange. C'est aussi ce qui rend les analyses politiques si délicates. Car les réseaux d'influence ne sont presque jamais totalement figés. Ils ressemblent davantage à des bancs de poissons. Ils changent constamment de direction. Tous ensemble. Sans qu'on sache vraiment lequel donne le signal. C'est pourquoi les journalistes d'investigation restent généralement très prudents. Ils parlent souvent de présomption, de proximité, de convergence, de cercle d'influence. Mais ils évitent d'affirmer qu'il existerait un commandement unique, sauf lorsqu'ils disposent de preuves solides. Cette prudence est essentielle. Parce qu'entre une relation professionnelle normale et un véritable réseau politique, la frontière peut parfois être difficile à établir. Et c'est précisément cette zone grise qui nourrit tant de débats. La satire camerounaise adore ces zones grises. Chez nous, dès que 3 responsables sont aperçus dans le même restaurant, le quartier organise déjà un sommet extraordinaire. Si 4 véhicules administratifs stationnent devant le même bâtiment, les réseaux sociaux annoncent immédiatement un remaniement. Si 2 personnes se saluent chaleureusement, on explique déjà qu'une nouvelle coalition est née. Notre imagination politique fonctionne parfois plus vite que la fibre optique. Mais derrière le sourire, il existe une véritable leçon. Le manque d'informations précises favorise naturellement les interprétations. Plus les faits sont rares, plus les hypothèses deviennent nombreuses. Et lorsqu'il s'agit de succession politique, chaque silence prend une importance considérable. Chaque déplacement, chaque nomination, chaque apparition, chaque absence, tout devient matière à commentaires. On finit presque par analyser la position des chaises pendant les cérémonies officielles. Qui était assis devant? Qui était derrière? Qui a serré la main en premier? Qui a souri plus longtemps? Qui est arrivé 5 minutes avant les autres? Chez nous, certains observateurs sont capables de produire une analyse géopolitique complète à partir d'une photographie officielle. C'est presque un doctorat en lecture d'images. Pourtant, les spécialistes rappellent une évidence. Les réseaux d'influence existent dans de nombreux pays. Mais leur importance réelle varie énormément. Ils peuvent faciliter certaines décisions. Ils peuvent ralentir d'autres. Ils peuvent disparaître aussi vite qu'ils sont apparus. Rien n'est jamais totalement figé. C'est pourquoi la véritable question dépasse finalement les personnes. Elle concerne les institutions. Car lorsqu'un système repose principalement sur des relations informelles, une interrogation finit toujours par surgir. Que se passe-t-il lorsque ces relations changent? Que devient l'équilibre construit autour des individus? Comment assurer la continuité lorsque les mécanismes reposent davantage sur les personnes que sur les procédures? Voilà le cœur du débat. Un État peut-il préparer sereinement une succession si celle-ci dépend principalement de réseaux informels, de relations personnelles et de convergence d'intérêts, plutôt que de règles institutionnelles pleinement établies et transparentes? C'est une question de science politique. Une question que l'on retrouve dans plusieurs pays, sous des formes différentes. Et c'est précisément parce qu'elle dépasse les personnes qu'elle mérite d'être posée avec calme, rigueur et prudence. Car, en définitive, les individus passent. Les réseaux évoluent. Les alliances changent. Mais les institutions, elles, sont censées garantir que la continuité de l'État ne dépende jamais uniquement des relations personnelles, des équilibres du moment ou des jeux d'influence. C'est peut-être là le véritable enjeu de toute réflexion sur la succession. Moins savoir qui pourrait succéder, que comprendre comment un système prépare, ou non, cette transition dans un cadre institutionnel clair, prévisible et stable. Partie 4. Analyse satirique. Le gouvernement de l'ombre, version officielle. Nous arrivons maintenant au point où la politique rejoint presque la comédie, ou pour être plus précis, la satire. Parce qu'il faut parfois rire pour réussir à comprendre des mécanismes qui, autrement, paraîtraient totalement absurdes. Bien entendu, ce qui suit ne vise pas une personne en particulier, mais un phénomène que les chercheurs en sciences politiques, les historiens et de nombreuses enquêtes journalistiques ont observé dans plusieurs pays. La coexistence entre des structures institutionnelles officielles et des réseaux informels d'influence. Sur le papier, tout semble parfaitement clair. Il existe une constitution, des ministères, des secrétariats généraux, des directions, des cabinets, des organigrammes soigneusement imprimés, des décrets de nomination, des communiqués officiels. Tout paraît fonctionner avec une précision presque mathématique. Mais dès qu'on s'approche un peu, on découvre que la réalité est souvent beaucoup plus nuancée. Parce qu'il existe parfois un deuxième circuit. Un circuit qui ne figure dans aucun journal officiel. Qui ne possède ni logo, ni tampon, ni papier à en-tête. Et pourtant,
Il peut jouer un rôle important dans la circulation de l'information, des conseils ou des influences. Attention, encore une fois. Parler d'influence informelle ne signifie pas affirmer l'existence d'une organisation secrète ou d'un complot. Les relations personnelles existent dans toutes les administrations du monde. Ce qui intéresse ici, c'est la manière dont elles peuvent prendre davantage de poids lorsque le pouvoir est fortement personnalisé. Et c'est précisément là que la satire commence. Imaginez un immeuble administratif flambant neuf. À l'entrée, un grand panneau indique. Tous les visiteurs sont priés d'utiliser l'ascenseur principal. L'ascenseur est magnifique. Climatisé. Brillant. Les boutons fonctionnent. La lumière est parfaite. Tout est conforme. Vous appuyez sur le bouton. Vous attendez. Puis vous attendez encore. Puis quelqu'un vous dit avec un sourire. Ah, vous utilisez celui-là. Vous répondez. Bien sûr, c'est celui qui est indiqué sur le plan. Il sourit davantage. Puis il disparaît derrière un mur. Quelques secondes plus tard. Vous entendez un autre ascenseur. Invisible. Silencieux. Plus rapide. Celui-là n'apparaît sur aucun plan. Mais certains semblent parfaitement connaître son existence. Évidemment, cette image est une métaphore. Elle illustre simplement l'idée que, dans certains contextes politiques, les circuits informels peuvent parfois sembler aussi importants que les procédures officielles. Chez nous, au Cameroun, on pourrait presque en rire. Parce que nous avons un sens extraordinaire de la débrouillardise. Quand une porte est fermée, quelqu'un connaît toujours une fenêtre. Quand la fenêtre est verrouillée, quelqu'un connaît le gardien. Quand le gardien est absent, quelqu'un connaît le cousin du gardien. Et lorsque personne ne connaît personne, il y a toujours quelqu'un qui affirme « Laisse-moi seulement gérer ». Expression mythique, mystérieuse, puissante. Personne ne sait exactement ce que signifie « gérer ». Mais tout le monde comprend que quelque chose va probablement bouger. C'est presque une institution nationale. La politique fonctionne parfois avec cette même logique. Officiellement, tout suit une procédure. Officieusement, les relations humaines accélèrent parfois certaines discussions. Encore une fois, cela ne signifie pas que les règles disparaissent. Cela signifie simplement que les interactions personnelles peuvent jouer un rôle important. Et ce phénomène n'est pas propre au Cameroun. Les politologues l'ont décrit dans plusieurs systèmes où les centres de décision gravitent fortement autour d'un nombre limité de personnalités. Plus le pouvoir est concentré, plus les réseaux de proximité deviennent stratégiques. Plus la proximité devient stratégique, plus chacun cherche à démontrer qu'il appartient au bon cercle. Et c'est là que commence un spectacle presque fascinant. Parce que dans ces moments-là, les allégeances deviennent parfois plus visibles. Non pas parce qu'elles sont officiellement proclamées, mais parce qu'elles apparaissent dans les comportements. Certains multiplient les déclarations publiques. D'autres choisissent le silence. Certains deviennent très présents. D'autres disparaissent momentanément. Certains semblent attendre. D'autres donnent l'impression d'anticiper. Chaque geste est observé. Chaque déplacement est interprété. Chaque photographie est analysée. Au Cameroun, soyons honnêtes. Nous sommes devenus des champions dans cette discipline. Une simple photo officielle peut produire 3 jours de débat. Qui était placé au premier rang? Pourquoi cette personne souriait-elle? Pourquoi l'autre regardait-il ailleurs? Pourquoi celui-ci avait-il les mains croisées? Pourquoi celui-là portait-il une cravate bleue? Pourquoi l'autre est-il arrivé avec 3 minutes de retard? À ce rythme-là, même les photographes finissent par devenir des acteurs politiques malgré eux. Les réseaux sociaux transforment parfois une image en roman de 500 pages. Et pourtant, cette effervescence révèle une réalité. Lorsqu'un système communique peu, chaque détail prend une importance disproportionnée. Le moindre indice devient un message. Le moindre silence devient une déclaration. Le moindre déplacement devient un événement. Voilà pourquoi les périodes d'incertitude sont toujours aussi particulières. Elles obligent chacun à se positionner. Parfois volontairement. Parfois malgré lui. Et c'est précisément ce que montrent de nombreuses analyses consacrées au système de pouvoir personnalisé. Lorsque le sommet devient moins visible, les équilibres internes deviennent davantage perceptibles. Les proximités apparaissent. Les distances aussi. Les convergences également. Non pas parce qu'elles seraient nouvelles, mais parce que les circonstances les rendent plus visibles. Au fond, le véritable enjeu n'est peut-être même pas de savoir qui parle avec qui. Le véritable enjeu est de comprendre si les institutions sont suffisamment solides pour fonctionner sans dépendre principalement de ces relations personnelles. Car une démocratie mature ne repose pas sur des portes cachées.
Elle repose sur des règles connues de tous. Elle repose sur des procédures transparentes. Elle repose sur des responsabilités clairement établies. Et surtout, elle repose sur une idée simple. Le citoyen ne devrait jamais avoir besoin de deviner où se prennent réellement les décisions. Conclusion. Au terme de cette analyse, plusieurs éléments méritent d'être distingués avec rigueur. D'un côté, des faits rapportés publiquement. Une enquête publiée par Jeune Afrique évoque l'existence d'un réseau d'influence qui se serait progressivement constitué autour d'une éventuelle perspective successorale.